et de l'action sociale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue au conseiller CPAS. Aussi, je vais laisser directement la parole à Valérie. Bonsoir à tous. Nous avons excusé Sabrina Après de ne pas être parmi nous ce soir. Mais donc nous sommes présents pour cette réunion annuelle entre les deux conseils et pour établir le rapport d'économie d'échelle et de synergie. Alors, nous avons plusieurs synergies qui existent entre la commune et le CPAS. Nous avons une première synergie d'économie d'échelle en matière de personnel, avec la mise à disposition de personnel communal pour les besoins du CPAS, pour par exemple l'entretien des locaux du CPAS par le personnel communal, et le recours au service technique communal pour les besoins du CPAS en matière de travaux et services. Nous avons également du personnel en commun, avec le directeur financier qui est commun au CPAS et à la commune, ce qui facilite le transfert de l'information. Et nous avons également une synergie dans la gestion des points APE, puisque les points APE surnuméraires du CPAS sont mis à disposition de la commune, afin de les valoriser sur les têtes des agents communaux. Et nous serons nos 10 points APE. Nous avons également des synergies économie d'échelle en matière de frais de fonctionnement, avec la mise à disposition par la commune d'un bâtiment comme logement transit, plutôt 2 logements. Et au niveau informatique, nous avons un serveur en commun, commune CPAS, qui est donc hébergé depuis les incidents d'hôtel de ville au CPAS, et qui sont reliés par la fibre. Nous avons également des synergies dans la gestion des matières de dimension sociale, avec le logement énergie, une collaboration entre la conseillère en logement et énergie et le service social du CPAS, dans la gestion des logements sociaux communaux et également dans l'information logement et énergie à destination des usagers du CPAS. Donc en fait, il y a une information, un accompagnement administratif sur les différentes aides, les prêts à taux préférentiels, les différentes primes qui existent. Nous avons bien sûr le plan de cohésion sociale, avec une coordination du plan de cohésion sociale et une coordination de l'accueil espace scolaire, réalisé par la même personne qui est évidemment, vous savez, au sein des locaux du CPAS et qui permet justement un lien direct entre la commune et le CPAS. Nous reviendrons, je ne vais pas détailler le plan de cohésion sociale, nous reviendrons d'ici 3 mois lorsque nous évaluerons le rapport du PCS d'ici fin mars. Nous avons également des synergies en matière d'investissement, puisque le conseil communal et le CPAS ont décidé d'acheter en commun l'ancienne agence Belfus, pour y faire le bureau administratif sous le rez-de-chaussée et 2 appartements à l'étage pour mettre en location. Voilà, pour ce qui est de synergie. Économie d'échelle, économie du CPAS. J'avais une question. Par rapport à la gestion des points APE, il y a une modification à mon avis tout à l'heure de la réunion de la collaboration du budget. Il y avait 13 points auparavant, mais il se fait qu'au niveau du CPAS. En fait, les personnes avec l'âge et avec le temps augmentent leur point PE. Donc une personne qui commence qui a 7 points peut monter à 9 points, c'est le maximum. Et donc on a pris le maximum de points à chaque personne. Donc on peut Et donc il reste plus de 10 points à restituer, céder. Donc sur 4 personnes, il y a eu 3 points qui ont été répartis. Et alors, les années précédentes, ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça ne se fait plus, je crois. On avait mis au point un système de vente de chauffage, de bois de chauffage. On avait adopté un règlement. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait plus. Il y avait assez de stock, mais il n'y avait pas d'éléments. Parce que ça avait bien fonctionné les Oui, premières là pour années. l'instant, quand il y a une demande de bois de chauffage, ça se fait à l'amont. Le bois de chauffage est apporté gratuitement aux personnes qui le demandent, uniquement pour les personnes qui le demandent. Ça, je pense que ça fait des décisions déjà. C'est de faire. Autre question.
Voilà, il y aura une petite récréation jusqu'à 8 heures. S'il y a plus de questions. Nous allons ouvrir la séance du conseil communal. Est-ce que l'on peut approuver le PV du 8 novembre? Oui. Ok, merci. Et alors, nous voulons demander un point en urgence qui est l'acquisition du rez-de-chaussée de l'ancienne agence Belfius, puisque l'acte de base a été passé le 14 décembre. Ok pour tout le monde? Merci. Alors, nous allons passer au premier point qui est la prestation de serment et l'installation d'un procédé communal. J'ai oublié mes chartes. Et tu n'as pas la tienne non plus, mais voilà. Et donc, vu la lettre de démission du 7 novembre de Jean-Luc Martin, conseiller communal de ses fonctions de conseiller communal, parce qu'ils ne sont plus en phase avec la vision stratégique du collège, et donc il y a lieu de procéder à son remplacement au sein du conseil. Dominique Jamotte a été élue deuxième suppléante sur la liste numéro 7 au zone, et elle ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Et donc, Dominique achètera le mandat de Jean-Luc Martin démissionnaire et entrera en fonction dès sa prestation de serment. Et donc, on va prendre acte de la démission de Jean-Luc Martin, si vous voulez bien, et inviter Dominique à prêter serment. Tu connais la phrase, tu connais Oui, la phrase. ça va aller. Voilà, donc je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voici donc deux au conseil communal. Voilà, je voulais remercier Jean-Luc pour son investissement et sa collaboration pendant 4 ans et souhaite un bon travail à Dominique au service des citoyens. Merci. Alors le point numéro 2, c'est la modification budgétaire du CPS. Oui, c'est ça, la deuxième. Je voulais peut-être, Oui, pardon. par rapport au point 1, Oui. donc remercier également Jean-Luc au nom de notre groupe pour le travail qu'il a fourni. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir quelqu'un comme lui, de par ses connaissances techniques, de par son métier d'indépendant. Vous pouvez peut-être aussi apporter chez vous, dans votre groupe, un autre éclairage. Et donc, moi j'avais lu dans la presse que c'était pour des raisons d'ordre privé, c'était votre... Non, ça, il y a eu un démenti le lendemain, si tu lis la presse. Oui, je n'ai pas Le lu. lendemain, il y a eu un démenti parce que ce n'est pas ce que j'avais dit. Ah, c'est ça, d'accord. Donc Mais voilà. il est vrai que la presse ne relate pas toujours, Ah. ça je vais... Et donc j'entends Ludovic, c'est parce qu'il n'est plus en phase avec la vision stratégique du collège, donc ça je peux le comprendre aussi. Dominique, on est très heureux de l'avoir venu ici au conseil communal parmi vous. C'est quelqu'un que je ne connais pas très bien, mais on a fait un peu de théâtre ensemble, on va peut-être continuer de faire un peu de théâtre aussi dans d'autres lieux, mais c'est certainement une personne de valeur et appréciable, donc c'est certainement quelque chose de positif pour nous tous. Merci. Voilà. Le point 2, Oui, donc il s'agit de la deuxième modification budgétaire du CPS qui a été votée au Conseil de l'action sociale en date du 7 novembre 2016. Vu que certaines allocations prévues au budget
doivent être révisées étant donné l'insuffisance de ces crédits budgétés. Donc une deuxième modification budgétaire a dû être réalisée. On peut noter pour cette modification budgétaire la création de non-valeurs de droits constatés en montant de 3 188,96 €, puisqu'ils sont irrécupérables. Une majoration de 20 000 € sur les revenus d'intégration. Une majoration de 3 000 € des frais d'hébergement en maison de repos et soins. Et une majoration de quelques dizaines d'euros de certains autres crédits. Afin de ne pas modifier l'intervention communale en cours d'exercice, ces augmentations sont supportées par prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire à hauteur de 18 539 €. Des questions? Ok. Pas de question, mais on peut en faire noter que lorsque certains disaient il y a quelques mois que les mesures gouvernementales allaient avoir un impact sur les communes, elles arrivent. Ok. Merci. Alors, nous allons passer au budget du CPAS. Moi, pour parler du budget CPAS, je vais vous lire ma note de politique générale. On parle du budget dans cette note. Comme vous le savez certainement tous, la dignité humaine est au centre de l'action de notre CPAS. Et nous parlons bien d'action et non plus d'une simple aide, comme définie à la création de ces organismes. Le but premier des acteurs sociaux est bien d'agir concrètement avec tout le dynamisme voulu afin de trouver, sur du long terme, une solution adaptée à tous les bénéficiaires. Nous ne pouvons nullement résumer la fonction du CPAS à la simple fonction d'un distributeur de billets. Nous sommes bien plus que cela. Le CPAS est l'acteur premier de la réinsertion sociale et professionnelle. L'humain reste donc au centre de notre réflexion et de nos décisions. Il n'empêche que nous devons rester vigilants à l'aspect économique de notre institution. Il en est de notre devoir d'utiliser à bon escient les dotations et minimiser au maximum l'impact de l'augmentation de la pauvreté sur le budget communal. Alors, pour le budget 2017, comme on le pressentait, l'effet cascade des différentes décisions gouvernementales au cours des dernières années a malheureusement lieu, et notre centre voit certaines dépenses augmenter de manière importante, sans que l'on ait la moindre marge de manœuvre. On peut noter, comme on a vu au niveau de la modification budgétaire, une augmentation des risques. On a plus 50 000 € pour 2017, ce qui est l'équivalent de plus ou moins 5 risques sur l'année. Nous avons pu constater déjà cette hausse en 2016, puisque nous avons dû injecter 20 000 € en deuxième modification, à partir du fonds de réserve. Nous avons également des frais d'hébergement dans les maisons de repos et maisons de repos et soins. Il faut savoir que les CPAS ont le devoir d'intervenir financièrement pour les résidents de maisons de repos, à hauteur de la différence entre les revenus de la personne et le montant des frais d'hébergement. Il faut compter en moyenne, pour les gens qui en ont besoin, 200 € par mois par personne. Cela fait plusieurs années qu'aucune demande n'a été faite. Fin 2016, nous devons intervenir pour 5 résidents, ce qui correspond donc à un montant moyen de 1 000 € par mois. Pour 2017, nous avons dû donc augmenter de 12 000 € à ajouter à cette année. Nous devons également intervenir pour ces résidents pour leur doter d'argent de poche, ce qui engendre une augmentation de l'aide sociale en espèces de 4 000 €. Nous avons l'augmentation des frais de personnel suivant l'indexation. Nous avons, après une année de fonctionnement, les frais de l'INA qui sont en légère augmentation, ce qui correspond aux frais réels. Et enfin, nous avons le financement des travaux des rénovations du pavillon du CPAS de Chambly, qui entraîne immanquablement un coût que le CPAS doit supporter. Pour ces différentes raisons, le budget 2017 est en hausse de plus ou moins 33 000 €. Comme signalé en début de note, le Conseil de l'action sociale a décidé de limiter l'impact de cette augmentation pour la commune. Une part sera donc prise sur le fonds de réserve ordinaire, à
hauteur de 13 000 euros. L'intervention communale augmente donc pour 2017 de 19 889,87 euros. Il est cependant bon de rappeler que le CPS contribue d'un autre côté à la bonne santé financière de la commune, par divers moyens. Le paiement d'un loyer pour l'IELA, plus ou moins 6 000 euros par an. La cession donc, de 10 points PE, on en a parlé, plus ou moins 30 000 euros. La prise en charge par le CPS de l'entièreté des cotisations de la DMR, le garde à domicile et aide familiale, 12 960 euros. Et la mise à disposition de stagiaires défis pour le service ouvrier communal. Les projets de 2017. Le premier objectif est bien entendu de pérenniser et renforcer les différents services et collaborations du CPS. On peut épingler le maintien de l'IELA au logement du Tourbois à Chambly. Je rappelle une capacité d'hébergement d'une famille de 4 candidats réfugiés. Le maintien des services sociaux tels que le service médiation de dette, service commission énergie et eau, la guidance budgétaire, l'engagement d'étudiants pour aider sur et le renforcement des collaborations avec les ASBL sociales, comme la DMR, l'OAFL, le Bilboquet, Samaritaine, Défi et Mimilux pour la réinsertion sociale et professionnelle. Deuxièmement, au projet, nous avons donc la rénovation des pavillons du CPS de Chambly, qui sera réalisée durant l'année 2017. La DST de la province du Luxembourg a été chargée de l'élaboration du cahier des charges et de la surveillance des travaux. L'objectif de ces travaux est d'assurer aux locataires une meilleure performance énergétique de leur habitation et une meilleure fonctionnalité des logements. Cela permettra donc d'une part de diminuer l'offre énergétique et d'autre part d'améliorer leur quotidien. Autre projet pour 2017 est l'acquisition du logement de l'ancienne agence Belfius. Un accord a déjà été trouvé avec l'actuel propriétaire et les démarches administratives sont en cours. Pour votre information, ce logement devrait être divisé en 2 logements qui seront mis en location avec un loyer modeste. Cette acquisition permettra au CPS de réaliser une opération blanche durant le remboursement du prêt. Les loyers devraient couvrir le remboursement du prêt bancaire. Donc, ce qui permettra à la commune de ne pas intervenir dans les frais d'acquisition. L'autonomie du CPS ne pourra être que renforcée. Ensuite, suite à l'augmentation des frais d'hébergement en maison de repos et maison de repos et soins, un contact a été pris et une collaboration plus intense est en train d'être mise en place entre le Val de Seigneur de Chambly et le CPS de Ouelin, afin de mieux répondre et plus rapidement aux besoins et attentes des résidents. Un échange d'informations rendra plus de clarté sur la situation de chaque personne et les aides pourront être mieux adaptées. Donc, en conclusion, force est de constater que l'effet négatif sur les communes prédits suite aux décisions gouvernementales depuis quelques années ont fini par nous rattraper. Nous devons faire face à l'augmentation des charges de l'aide sociale. Dans la mesure du possible, il nous semble plus juste de partager cet effort entre le CPS et la commune, tout en sachant que le fonds de réserve n'est pas un puits sans fond et que des solutions doivent être trouvées pour l'avenir. Des projets tendant vers une plus grande autonomie du CPS doivent être privilégiés et une action anticipative doit être entreprise. De même, la collaboration avec les agents de réinsertion doit être renforcée. Heureusement, nous pouvons compter sur le travail exceptionnel des services sociaux et administratifs du CPS qui agissent avec dynamisme, motivation et compétence et sur la sagesse du Conseil de l'action sociale pour mener à bien les projets de 2017 et sa gestion financière. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes qui œuvrent pour offrir à chacun la dignité humaine qu'il mérite. Merci.
octobre, on ne peut pas être d'accord, c'est tout. Ah, autre chose. Est-ce qu'on peut approuver le budget du CPAS pour 2017? Oui. Donc, l'intervention communale est fixée à 479 019,39 €. Et donc, un recours est ouvert contre la présente décision dans le gouverneur de la province de Luxembourg dans les 10 jours de la réception de la délibération du conseil communal. Et la présente délibération sera notifiée au conseil de l'action sociale. Merci Valérie pour ton bel exposé. Alors nous allons passer maintenant au budget communal, si vous voulez bien. Avant tout, je voudrais d'abord remercier Sophie, Philippe et Charlotte pour l'excellent travail qu'ils réalisent ensemble et pour la bonne collaboration. Et donc le budget, je vais vous le faire à partir de PowerPoint. Je vais mettre ça en dessus. Et donc nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le budget ordinaire. À l'exercice propre, nous avons des dépenses pour 5 030 588,49 € et des recettes de 5 123 950,91 €, ce qui nous donne un boni de 84 362,42 €. Les recettes globales, elles, s'élèvent à 6 45 616,56 € et les dépenses à 5 57 859,64 €, ce qui donne un boni global de 987 756,92 €. Donc voilà, vous voyez ici la répartition entre les recettes. On a 75% qui sont des transferts, donc qui nous viennent des impôts, du fonds des communes, etc. Mais on va le faire un petit peu plus loin. 24% de prestations et 0,7% de recettes de dette. En ce qui concerne les dépenses, nous avons des dépenses de personnel pour 39%, ça représente 39%, le fonctionnement 24%, les transferts pour 24% et la dette pour 13%. On voit que les prestations, les recettes de prestations sont équivalentes au fonctionnement de la commune. Alors si on essaye de subdiviser au niveau des recettes, on voit qu'au niveau du fonds des communes, on a 1 219 000 €, c'est 24% aussi, donc ce qui correspond au fonctionnement de la commune. Les impôts représentent 1 939 649 €. Et alors, hors fonds et impôts, ça c'est essentiellement tout ce qui est point APE, réduction de cotisation sociale, des remboursements d'emprunts sur la finale, etc. Là, ça représente 14%. Et les prestations, on l'a dit tantôt, pour 24%. Et dans les prestations, on retrouve essentiellement la forêt. Les prestations viennent essentiellement de là. Alors, au niveau des dépenses, donc, au niveau du personnel, 39%, 1 958 000 €. Fonctionnement, 1 217 000 €. Les transferts, 1 208 000 €. Donc ça, c'est zone de police, CPAS, zone de secours, etc.
et notre dette pour 655 000 euros. Alors, si on fait une comparaison des recettes, mais en termes de répartition, donc en termes de pourcentage, on remarque que le fonds des communes reste stable, que les impôts sur les 3 dernières années, j'ai comparé, donc le bleu c'est 2015, rouge 2016 vers 2017, et donc les impôts autrefois un peu moindres, et il y a un léger tassement en termes de transfert. Les dividendes représentent de moins en moins. Toujours en termes de répartition au niveau des dépenses cette fois-ci, les dépenses de personnel diminuent, par contre les dépenses de fonctionnement et les dotations versées à d'autres entités, elles augmentent, et nous verrons un petit peu plus loin pourquoi. La dette, elle, reste stable. Donc nous allons analyser de manière un petit peu plus fine maintenant les dépenses. Au niveau des dépenses du personnel, service par service, on constate une augmentation au niveau de l'administration générale, en plus de l'indexation pleine des 2% de 2016 et de l'évolution des échelles par élu. Au niveau de l'administration, le cadre est complet cette année avec la directrice générale et l'assistante à la direction. Il y a une employée à raison de 10 heures semaine qui sera mise à la retraite cette année et qui ne sera pas remplacée. Il y a au niveau du personnel une diminution au niveau du service voirie qui enregistre un ouvrier en moins et l'entrée en service de l'adjoint au chef des travaux, mais qui avait déjà été comptabilisé l'année dernière. Le cadre est là aussi complet maintenant. Au niveau du tourisme, on voit aussi une augmentation puisqu'il est prévu l'engagement d'une personne supplémentaire à mi-temps avec un subside de 3 points APE spécifique à la fonction, ce qui représente l'équivalent de un peu plus de 9 000 euros. Et au niveau de culturel et sportif, on voit une nette diminution des frais de personnel, mais il faut savoir que le hall omnisport va basculer en ASBL, ce qui permettra d'engager un gestionnaire subsidié à mi-temps à raison de 80% après 1 an de fonctionnement de cette nouvelle ASBL. Les coûts restants du personnel seront alors reportés sur l'ASBL en dotation, ce qui apparaîtra plus loin au niveau des transferts, puisque on transférera vers l'ASBL. Au niveau de la fonction sécurité et assistance sociale, nous retrouvons l'espace public et la maison d'accueil communautaire. L'augmentation du coût du personnel s'explique par l'ouverture de la crèche avec 3 mois de traitement qui ont été comptabilisés pour le personnel subsidié. Voilà en ce qui concerne les dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous voyons une augmentation sensible au niveau de l'administration, mais qui est due pour une grande part à la location de l'échafaudage et du renforcement de l'étancellement de l'hôtel de ville, ainsi qu'à la location des bureaux de l'ancienne gendarmerie. Nous en avons pour un montant de 42 000 euros. L'augmentation au niveau du patrimoine est due pour l'essentiel à une augmentation des frais d'expertise et à une indemnité de bénévole pour une des salles communales. Au niveau de la voirie, l'augmentation la plus sensible concerne l'entretien ordinaire de voirie avec 10 000 euros en prévision de marquage au sol en différents endroits. Et au niveau du tourisme, ce sont les frais d'achat qui sont revus à la hausse. Au niveau de l'agriculture, l'augmentation, elle, est due pour l'essentiel en replantation et en protection des forêts. 50 000 euros sont prévus à ce poste
20 000 euros supplémentaires font partie du 5e provisionnel qui sera demandé lors du nouveau bail de chasse et qui sont aussi prévus, ce qui va porter l'investissement à 70 000 euros dans nos forêts afin de préserver les ressources des générations futures. En dehors de ces 3 dernières années, un tel investissement n'avait plus lieu depuis un certain temps. Il faut aussi relever une augmentation du précompte immobilier à 30% pour la pêche et la chasse. Les frais de fonctionnement en éducation populaire diminuent, et cela essentiellement en raison du passage, je vous l'ai dit, du Hall Omnisport en ASBL qui gérera à la fois les recettes et les dépenses du hall. Cependant, des frais de fonctionnement ont été comptabilisés pour le laboratoire de la vie rurale La Solière, téléphone, chauffage, électricité, eau, mais ils devraient être en partie compensés par la location de l'appartement situé sous les combles. N'oublions pas non plus que l'entretien des parcs et jardins est passé en 2016 dans la fonction aide sociale et familiale. Pour ce qui est de la sécurité et de l'assistance sociale, l'augmentation concerne essentiellement les aînés. Pour les noces d'or, nous avons beaucoup de noces d'or cette année encore, et les fournitures MACA, les frais de recrutement pour la crèche et un projet EPN qui lui aussi est subsidié. Au niveau des immondices, augmentation du coût d'enlèvement des immondices, et au niveau de la protection de l'environnement, il y a une somme qui est dédiée à la stérilisation de chats errants, puisque nous avons quelques problèmes sur la commune, mais ce serait aussi une opération blanche, puisque c'est aussi subsidié. Et un supplément est aussi prévu pour l'opération commune propre. Voilà qui concernait les dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses de transfert, donc ce sont les dépenses, les dotations que l'on donne à d'autres organismes. Nous voyons une augmentation au niveau du tourisme. Si la subvention à la nouvelle maison du tourisme diminue de 12 000 euros, nous avons une cotisation de 1 000 euros pour les plus beaux villages de Wallonie, 1 900 euros pour le parc naturel, 5 000 euros pour le GAL, 2 000 euros pour la grande forêt de Saint-Hubert, et enfin une nouvelle dotation de 1 500 euros pour le géoparc. Mais cette collaboration avec différentes entités permet une plus large promotion et animation de notre commune sans en augmenter le coût, avec l'espoir de retombées économiques importantes. L'augmentation en éducation populaire est due à la dotation de 50 000 euros à la nouvelle ASBL du Hall Omnisport, en lieu et place des dépenses de fonctionnement. Et nous notons une augmentation de 20 000 euros pour le CPAS en fonction de ce que Valérie a expliqué. Une augmentation aussi de 2% pour les pompiers, soit un peu plus de 3 000 euros, et une diminution de 5 000 euros pour les cultes, soit 45 000 euros, ou encore un peu moins d'1% du budget, ce qui est inférieur à la norme souhaitée. Alors, au niveau de la dette, il y a une augmentation au niveau du patrimoine privé avec l'amortissement de l'achat des anciens logements de la gendarmerie, qui est maintenant tout à fait effective, et au niveau de l'éducation populaire avec le laboratoire de la vie rurale et l'extension des intérêts de l'extension du Hall Omnisport. Voilà en ce qui concerne les dépenses. En ce qui concerne les recettes, donc au niveau des recettes de prestations, le patrimoine privé augmente légèrement avec l'allocation du presbytère de Chanly qui a été comptabilisé pour 6 mois, le temps de remettre en ordre. Au niveau de la fonction commerce, on voit une différence avec 2015 qui est due à la redevance de voirie et électricité qui n'avait pas été comptabilisée
en 2016, pardon, qui n'avait pas été comptabilisé faute d'information initiale, mais sinon ça n'a pas bougé. Mais au budget initial, ça n'était pas requis. Et comme toujours, ce sont les ventes de bois qui font la pluie et le beau temps, avec en 2017 une estimation qui retrouve des couleurs, puisque nous sommes aux alentours de 650 000 euros. En éducation populaire, le fait que le hall omnisport passe en ASBL diminue quelque peu les recettes. Voilà pour les recettes de prestation. Pour les recettes de transfert, donc il y a une hausse dans la fonction recette générale grâce à la récupération de l'inscription des frontaliers. Nous venons de récupérer cette année-ci l'inscription des frontaliers pour un montant de 33 000 euros. Nous voyons que le fonds des communes augmente aussi, et lui sensiblement, 85 000 euros, puisque une pénalité nous était infligée tant que nous ne remontions pas à l'impôt des personnes physiques. Il reste une pénalité au fonds des communes pour ne pas avoir relevé le précote immobilier de 2 500 à 2 600 centimes additionnels. Nous avons une augmentation des recettes à la fonction impôt et redevance avec impôt, une hausse sensible des recettes de l'impôt des personnes physiques, due au relèvement du taux de 75 000 euros, et aussi, sans en avoir bougé le taux, une hausse au niveau du précote immobilier de 25 000 euros. Nous constatons une diminution de la subvention dans les frais de fonctionnement de l'école communale, une diminution aussi au niveau de la culture populaire, puisque les subsides iront vers la SBL du hall omnisport. Et enfin, une augmentation des subsides dans la fonction sécurité et assistance sociale est prévue au dernier trimestre dès l'ouverture de la crèche. Voilà. En ce qui concerne les recettes de dette, ce n'est même plus la peine d'en parler, elles sont en constante diminution, puisque si en 2015 on est encore un peu au-delà des 50 000 euros, on se retrouve maintenant à 38 000 euros, et avec les dividendes et intérêts. Donc, en conclusion, nous pouvons être satisfaits de ce budget qui présente un léger boni à l'ordinaire, hormis le crédit spécial, tout en proposant de nouveaux services aux citoyens que sont la crèche, le laboratoire de la vie rurale et un office du tourisme plus visible avec un mi-temps supplémentaire et sans devoir transférer un montant de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire en vue de réaliser les différents projets qui sont prévus à l'extraordinaire. Voilà pour ce qui concerne le budget à l'ordinaire. Et à ce niveau-là, nous vous demandons d'approuver en dépenses ordinaires, mais pour l'exercice 2015, une augmentation du budget de 7 515 euros pour la prime parc à conteneurs 2015, parce qu'elle n'avait pas été mise en 2016, et donc si on veut payer le prime des conteneurs, il faut que l'on remette ça aux exercices antérieurs. Est-ce que, concernant cette prime, c'est OK? Oui. Voilà. Et oui. Je profite que tu parles de la prime conteneur pour répondre à la question qui avait été posée le mois dernier concernant le coût de l'enlèvement des immondices sur la commune de Ouellin. Donc vous allez pouvoir comprendre dans le cadre du budget qui vous avait été présenté que ce coût est en augmentation constante et ce depuis des années. Et donc je vais, Benoît, tenter de répondre à ta question du mois dernier. Je ne te cacherai pas ma légère irritation suite à cette nouvelle mise en cause après l'affirmation il y a quelques mois selon laquelle la commune avait facturé chez Rivillain
le remplacement d'une puce défectueuse de conteneur d'un citoyen, histoire qui s'est finalement révélée totalement imaginaire, qui correspondait en fait au calcul des kilos annuels supplémentaires au forfait calculé par la puce de ce même citoyen. J'aurais pu faire le choix facile de répondre à ton slogan par un autre slogan. Cela aurait juste conforté dans chaque camp nos partisans respectifs dans leur certitude, sans analyse ni approche partielle de la vérité. Mais on en parlait tout à l'heure après la lecture de la presse de ces derniers jours, où j'apprends que ce n'est que grâce à ton seul désintérêt momentané de la fonction mayorale que je vois entre autres encore des gestions aujourd'hui. Je vais me contenter d'une réponse factuelle, non polémique, mais néanmoins aussi pédagogique que possible. Au compte 2014, le coût vérité était bien de 99%. Je n'ai pas entendu l'opposition rouspéter, alors que cette fois, le calcul pour la facturation était en moyenne de 0,75 € par habitant. Si au compte 2015, avec un coût vérité de 102% que vous avez relevé le mois dernier, en défaveur des citoyens, c'est-à-dire plus ou moins 1,50 € par habitant, cela est simplement dû au fait que ce dernier a globalement mieux géré ses déchets que ce que nous avons calculé dans nos estimations prévisionnelles. Pour vous donner un ordre de grandeur, la diminution totale du poids sur la commune de Ouélin pour l'année 2015 est d'environ 9%. Nous avions calculé avec une diminution moindre, vous allez voir pourquoi juste après. On est cependant, tu le reconnaîtras, assez éloigné d'un bénéfice communal plantureux, à raison de 1,50 € par habitant. Lorsqu'on constate que les budgets 2016 et 2017 prévoient un coût vérité de respectivement 98%, à savoir 1,50 € en faveur de chaque habitant, et de 96%, à savoir 3 € en faveur de chaque habitant, on peut donc constater que le citoyen pourra donc assez rapidement récupérer les 75 cents dont il nous parlait le mois dernier. Si le gouvernement fédéral donc nous pense les mérites de préparer ce budget avec la même rigueur, il serait sans doute rappelé moins souvent encore par la Cour des comptes ou par l'Europe. Notre réflexion était de partir du principe du pollueur-payeur. Il ne revient en effet pas à nos yeux, à la collectivité, d'assumer les efforts non consentis par certains. Le but avoué de notre système de calcul était de responsabiliser chaque citoyen quant au prix de ses déchets. Il a été atteint, et parfois même au-delà de nos estimations. Le poids total des déchets est en constante diminution grâce, entre autres, à notre politique du pollueur-payeur. Effectivement, en 2013, le poids total des déchets sur la commune de Ouélin a baissé de 7%. Il a baissé de 3% en 2014, c'est la raison pour laquelle nous avons revu nos budgets légèrement à la hausse, et à notre surprise, il a diminué encore une fois de 9% en 2015. On ne peut évidemment pas en dire autant de notre contribution à la IPE, vous avez vu comme moi, qu'elle était en constante augmentation, nous n'y pouvons rien. La collecte des immondices coûte cher, c'est un fait contre lequel personne ne peut aller. Nous pourrions également calculer des tas d'autres choses dans le calcul de notre coût vérité, dont je rappelle pour ceux qui ignorent ce que cela veut dire, que les communes ont l'obligation de facturer aux citoyens un coût vérité qui se situe entre 95% du coût réel et 110% au maximum. On pourrait calculer dans ce coût, effectivement, tous les timbres qui sont nécessaires à l'envoi des factures, la gestion administrative des envois de ceux-ci, l'envoi des nombres rappels quand il y en a. Le mode de calcul de la région wallonne nous le permet. Ça nous permettrait d'être en dessous des 100% dans le compte 2015, mais nous ne l'avons pas fait. Pour une raison très simple, c'est que si nous l'avions fait, ça aurait engendré un système dans lequel, par effet boule de neige, si la facture augmente, le coût vérité augmente, et donc la facture des citoyens augmente automatiquement dans les années qui suivent. Pour terminer, rien de tel qu'un petit tableau comparatif. Je vous vante régulièrement les bienfaits d'une gestion communale libérale. Alors, pour éclairer le citoyen walinois, j'ai fait un tableau comparatif de notre mode de gestion des déchets avec celui de la commune libérale la plus proche de la nôtre, soumise aux mêmes règles d'AIVE que la commune de Ouélin. Et ça donne ceci. Une personne isolée à Ouélin paye pour son container un prix forfaitaire de 95 € par an, ce qui lui donne droit à 30 levées pour un total de 20 kg de déchets. Si elle produit par exemple 50 kg de déchets supplémentaires et a besoin de 4 levées supplémentaires pour les récolter, il lui sera facturé 33,30 €, ce qui
fait donc un total de 128,30 € par an. En moyenne, la réalité pour cette catégorie est que le citoyen wellinois a payé 117 €. À Liban, cette même personne aurait dû payer 130 € par an, peu importe le nombre de kilos qu'elle aurait fourni. Une famille de 2 personnes paye à Ouellin environ 135 € par an pour 30 levées et 35 kg de déchets. Si cette même famille un peu moins attentive à la gestion de ses déchets avait produit 100 kg supplémentaires, les cartes levées, etc., elle l'aurait payé environ 170 € par an. Le paiement moyen de cette catégorie de wellinois était en 2015 de 166 €. À Liban, invariablement et selon chaque cas, chaque citoyen aura payé 195 € par an pour la même quantité de déchets. Une famille de 3 personnes ou plus paye forfaitairement à Ouellin 150 € par an. Je continue mon raisonnement, 100 kg supplémentaires, 10 kg, etc. Un total de 185,30 € par an si on arrive dans ce cas de figure. La réalité du citoyen wellinois en 2015 était de 168,50 € pour le coût de l'enlèvement de ces déchets. À Liban, cette même famille aurait invariablement payé 250 € par an, 38 levées qu'elle ait décidé ou non de gérer ces déchets dans l'intérêt des générations futures. Il y a donc bien, je te le confie, une différente politique communale de gestion des déchets. Je ne crois sincèrement pas que nous ayons à rougir de la nôtre. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas de critiquer la gestion des déchets d'une commune voisine, dont j'apprécie par ailleurs beaucoup de travail de la bourgmestre. Je voulais juste montrer que derrière un slogan simpliste, que certains n'ont pas d'ailleurs hésité à qualifier de populiste, se cachent parfois des réalités bien différentes, que seule la pédagogie peut éclairer d'un jour nouveau. Cela prend du temps. Plus de temps que de crier les slogans dans le sens du vent. Ce n'est pas toujours passionnant. C'est sans raccourci ni volonté polémique, mais c'est beaucoup plus proche de la vérité. Voilà ce que je souhaitais te dire par rapport à ton interpellation du mois dernier. Ça voulait dire que peut-être que le fait que les citoyens polluent moins, enfin, plus ou moins le déchet, c'est dû aux mesures gouvernementales aussi. Non, ça, il n'y a pas de rapport, non. C'est bien, ça l'a fait plaisir. Parce que voilà. C'est très bien de parler de politique libérale, Michel Bazin. Je n'ai jamais invoqué une politique libérale ici autour de cette assemblée. Quant à la commune voisine, ça fait bien de dire de la critiquer à Ouellin, j'ai bien critiqué, mais finalement je ne la critique pas, je ne sais pas. Je n'ai pas très bien saisi alors le sens de ton propos. En parenthèse, la commune de Liban, que je sache, n'est pas une commune libérale, mais absolument, il y a pas de pasteur, je suppose que tu sais ça. Donc, ton raisonnement ne peut être pas tout à fait intellectuellement exactement pris sur ce plan. Ceci étant dit, moi je prends avec la réponse tout à fait bonne publicité. Il y a des réalités mathématiques, en tout cas. Voilà. Par rapport au budget ordinaire, est-ce que l'on peut approuver ce budget à l'ordinaire? Je vois la page 2 qui est l'augmentation constante de l'administration technique de tiers. Alors je me décide de me dire que c'est de plus en plus appelé à des sous-traitants, ou si c'est le fait qu'il y a un budget en moins. C'est pas en français, ça. On augmente de 4 000 € par rapport au fonds 2015, si je me trompe. Bon, c'est pour ce qui est l'électricien spécialisé, justement, parce que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a C'est des... pas où elle la balance, maintenant il y a juste l'adaptation, par rapport, c'est souvent un peu l'adaptation à autre chose, alors qu'on pourrait faire ce qu'on a. La personne au sein de service pro qui peut toucher à l'électricité, par exemple. On n'a personne Il qui faut est... quelqu'un qui peut faire appel à un électricien. Il faut avoir une formation à diplôme qui n'ont pas la formation requise parce qu'il est précis. Non, Parce qu'il est prévu que la formation soit réalisée pour un des ouvriers. Effectivement, il devait déjà le faire l'an dernier et puis les dates ne se sont pas mises convenablement, mais jusqu'à présent, en tout cas, quand on a discuté avec le service de prévention,
on ne peut pas. Tout ce qui est garage, etc. Neuf au début de la période. Au compte 2015, on a plus de 40 000. Ouais, d'accord. Excusez-moi, quitte à me faire sortir, je voudrais quand même mais je voudrais demander qu'on parle plus. Ah. On comprend rien ce qu'on dit. Il faut Excusez-moi. parler plus. Il faut C'est parler pour le plus bien de fort. tout le monde. Oui. Ok. Merci. Voilà. Alors, est-ce que il y a encore autre chose? Juste une chose. On connaît le chiffre de loyer de l'ancienne gendarmerie, parce qu'on n'a pas le chiffre. Oui, le loyer est de 500. 80. Non, il n'est pas mis dedans. 560 ou 80, je ne sais plus. 80 580 € par mois. Oui, je ne suis pas sûre que le montant soit mis dans le dans la convention de Paris. Et donc, je voulais quand même intervenir Oui, par rapport au budget. Donc, oui. du coup, en réponse à Étienne. Tout d'abord, remercier la directrice générale et l'administration communale, ainsi que le collège qui nous ont reçu vendredi dernier pour la présentation technique du budget. Alors, au moment du collège communal, comme chaque année, je fais chaque fois la même remarque. C'est très bien de l'avoir mis présent du budget. Je trouve que ce serait encore mieux que chaque échevin présente ses projets en fonction de ses compétences. Chaque année, je le répète, comme ça se fait dans d'autres assemblées d'ailleurs, qui ont un peu le même mode de fonctionnement, le même type de présentation du budget. Je trouve que ça marquerait davantage la collégialité au sein du collège. Donc voilà, je vais persister dans cette là, c'est 03, mais je trouve que c'était mieux que les chats des travaux présentent les travaux, les chats des sports présentent la politique sportive et voilà, chacun présente ses compétences. Ça traduirait davantage la collégialité. 2017, bonus de 84 000 €. Et donc, en première observation, de me dire, tiens, c'est pas mal, et de jeter du sourire, ainsi que au moment, je ne peux pas encore sourire. Oui, parce que je sais ce que tu vas dire. Très bien. Au moment de la... Non, je ne vais pas parler du gouvernement fédéral. Non, C'est bon. Et donc, c'est vrai que de prime abord, on pourrait être satisfait de ce budget-là, sauf que c'est lié à des éléments essentiels qui sont les suivants. Moi, j'en ai relevé 3. Donc, c'est le DPD frontalier, 33 780 € de recettes nouvelles. C'est les additionnels à l'IPP, puisque le taux est passé de 7,5 à 8,2 suite à la décision que vous avez prise l'année dernière. Donc là, ça génère 75 921 € de recettes supplémentaires. Et puis, c'est les taxes additionnelles au précompte immobilier qui passent de 593 600 €. C'est 24 000 € de recettes supplémentaires. Donc quand on additionne ces 3 gros postes-là, eh bien on arrive à 134 000 € de recettes supplémentaires par rapport à 2016. Et donc 34 000 € de recettes en plus, et vous présentez un budget en équilibre de 84 000 €. Bon voilà, il faut mettre en relation ces chiffres-là pour relativiser le cocorico de tout. Alors, c'est d'autant plus vrai que certaines critiques, on peut mettre certaines critiques à l'égard de certaines recettes. C'est à nouveau la même chose que les années précédentes par rapport à la vente de bois, où vous estimez la vente de bois à 650 000 €, ce qui me paraît quand même assez élevé si on voit aussi la moyenne des quelques dernières années, sans tenir compte évidemment des recettes exceptionnelles de 850 000 € dans l'année de 2-3 ans. Si on biffe évidemment ce chiffre exceptionnel, 650 000 €, ça paraît, voilà, peut-être surestimé, peut-être pas, on verra bien, tant mieux si ce n'est pas surestimé, mais chaque année je dis vous le surestimez, et chaque année je vois que évidemment, par rapport à ça, je veux dire, alors tu n'as pas lu les annexes, parce que c'est la prévision exacte du DNF pour cette année. Tant mieux. Voilà. On verra. Donc, ce n'est pas une moyenne, c'est la prévision exacte du DNF. J'entends, on verra. Il y a une critique spéciale, ça c'est un peu la tête à la peine,
chose, crédit spécial, une recette que l'on ne fera jamais, une recette totalement fictive, et dont on sait, je parle quand même de 78 000 euros, on sait par avance qu'on n'aura pas 78 000 euros. Quand on sait qu'on a un budget de 81, un bonus 84 000 euros, donc ça laisse à ce moment-là peu de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, au compte, on voit que les comptes des années précédentes, forcément cette recette on n'a pas eu, et que le bonus que l'on espérait avoir le budget, ça se traduit en réalité par l'effet. On verra le compte 2016. À la différence près de cette année, hors crédit spécial, on est encore en bonus, alors qu'on n'était pas l'année dernière, ce qui marque une différence. Hein. Ça marque une différence, mais sauf que je dis quand même que les recettes de voix ont un nombre supplémentaire, c'est plus anecdotique, on parle de 5 000 euros, mais est-ce que c'est un bon signal d'aller parler d'amende alors qu'on va relancer un marché avec des locataires et des chasseurs? Alors aussi, de manière un peu plus anecdotique, les illuminations de fin d'année, vous préférez 400 euros, mais ce serait peut-être bien de voir les illuminations, parce que bon, bien un très beau sapin, c'est cher, c'est quand même un peu malin, si je peux dire. On voit ce qui se passe dans d'autres communes. Bon, je sais bien qu'il faut faire des économies, il ne faut pas dépenser un truc sanctuaire, mais la fête et voilà, il y a un esprit qu'il faut essayer de préserver. Voilà, je vous demande de dépenser des sommes de fous, mais les 1500 euros, ça ne me choquerait pas qu'elles soient dépensées. Là, je vais être d'accord avec toi. Il faut aussi savoir que Jean-François est tout seul depuis 9 mois pour tout faire. Je suis d'accord. Et donc, Jean-François, on en a parlé ensemble, et il m'a dit pour l'an prochain, je vais bien regarder, mais il me dit ça n'est pas aussi simple que l'on le pense, parce que je disais, tiens, illuminer davantage toute la place. Il me dit ça n'est pas aussi simple, donc il faut prendre le temps de la réflexion. Mais le temps de réflexion, voilà. Il est tout seul, il fait le travail de deux. Hein. Et puis, cette remarque, je l'ai faite il y a 1 an, et je l'ai faite il y a 2 ans. Ah non, Ma note est donc quasiment copié-collé de celle il y a 1 an et il y a 2 ans. Je la suis presque. Les chiffres sont. Et puis, dans certaines autres communes, par exemple, c'est pas un et ça, ce n'est pas dans ma note, parce que en bas, je sais qu'ils ont conclu une convention avec une société qui s'occupe de tout. Donc, le matériel n'appartient pas à la commune. Et c'est la société qui vient placer le matériel qui À la Vernis aussi, mais je ne sais pas ce que ça coûte. Hein. J'avais demandé le coût à la Vernis, en tout cas, le coût n'était pas pour cette année. Okay. J'avais demandé à la Vernis. Voilà. 9 000 euros pour revendre. La panacée. Bon, laboratoire de la Millulac, ça c'est pas dans la note de mon équipe. Quoique. À l'extraordinaire, c'était effectivement, j'y ai évoqué, mais pas le lunaire. C'est nouveau, parce qu'il y aura des frais de fonctionnement de l'ordre de 10 000 euros par an, si j'ai pu comprendre, pour les quelques mois de fonctionnement. C'est une estimation, oui. On est dans un budget. Ça veut dire que, outre l'investissement qui est quand même de 800 000 euros à charge de la collectivité, pas commune, mais 800 000 euros collectivité. Collectivité, mais Tout à fait. Et on a 10 000 euros en frais de fonctionnement qui sont récurrents, qui risquent d'être pour une partie de l'année les 10 000 euros. Donc quand ce serait une année complète, on ne sait pas ce que ça va donner, donc on va s'engouffrer dans une nouvelle dépense importante pour un projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y aura sans doute des choses intéressantes, mais est-ce que c'était vraiment une nécessité alors qu'une salle juste en face? une salle qui ne nous appartient pas. Et quand on dit 10 000 euros, c'est vrai qu'il faudra vraisemblablement plus de chauffage cette année-ci pour sécher, etc. Il faut aussi savoir qu'on récupérera vraisemblablement 5 000 euros en location. Donc ça va déjà diminuer. On verra un petit peu comment ça peut fonctionner, mais les coûts ne seront pas non plus surfaits. Un petit point positif. Si. On a parlé, vous avez évoqué le pourcentage pour la fabrique d'église. Oui. Ah, c'est bien. 44 000 euros pour 2017. On vient de 72 000 en 2015. Et donc, je félicite les gestionnaires de la fabrique d'église. Tout peut arriver. Merci. C'est bien pour ça que je disais que c'était moins que la norme recommandée. Alors, l'extraordinaire. Mais bon, oui, bon. l'extraordinaire, on va y finir si vous voulez bien. Et donc, on va s'abstenir, nous, pour cette méthode là.
Donc je vais passer au vote si vous voulez bien. J'ai une autre petite question. Ah oui, vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé des pénalités. Du fond des communes, il restait une pénalité Oui. parce qu'on a augmenté que l'IPP et pas le compte immobilier. Oui. Ça représente combien? Et est-ce qu'on va avoir droit à une augmentation du compte immobilier bientôt? Si vous aviez dû l'avoir, vous l'auriez eu il y a un mois. En fait, c'est 2000, on est à 2500 centimes additionnels et il est demandé de passer à 2600. Ce qui veut dire qu'on a une pénalité au fond des communes de l'ordre de un bon 20 000 euros à cause de ça. Et on pouvait aussi, et l'ARCEP représentait aussi une vingtaine de milliers d'euros, ce qui fait 40 000 euros. Pour ne pas augmenter. Monter d'un coup, on ne devrait pas rapprocher deux fois. Et oui, mais On ne le savait pas. on ne le savait pas à l'époque. Voilà. Mais par Ça, rapport, c'est pas. mais par rapport à ça, d'autres communes privées Oui. sont très loin d'ici. Oui. Donc, je pense à Bière, pour être précis, ou introduire un recours contre cette disposition. Oui. Alors on sait bien qu'introduire un recours contre un pouvoir subsidiant, ce n'est pas nécessairement très intelligent, sauf que je pense que les ministres ne seront pas payés, puisque c'est des gens qui voient uniquement l'intérêt général et la qualité des projets. Et donc je me demande si ça devrait être envisagé, puisqu'on parle quand même d'un manque à gagner de 20 000 euros. 40. Non, mais 20 000 euros. 20 000 en en pénalité, oui. En pénalité. Mais effectivement, il est question soit s'il y a un des deux taux qui n'est pas dans la moyenne ou si ce sont les deux. Oui. La différence se situe là, donc on va un petit peu voir. Ça mérite. Ils vont. On ne va pas de Je fonctionne en partie les autres. Je ne sais pas, mais ça doit jouer. T'arrives, quoi. Voilà, on peut passer au vote. Guillaume, Oui. Étienne, Oui. Bruno, Oui. Thierry, Oui. Benoît, Attention. Thierry, Valérie, Oui. Edwin, Abstention. Dominique, Bernard et oui. Merci. Alors, nous allons je vais voir maintenant l'extraordinaire. Je repars du tableau des voies et moyens, parce que ça me semble bon. Ça me semble plus clair. Donc, dans le premier tableau, vous avez la prévision des dépenses, après les montants qui sont prévus par le fonds de réserve, les montants que l'on prévoit, la troisième colonne que l'on prévoit par emprunt, les montants au subside, et puis le total des mois et moyens. Et donc, au niveau de l'extraordinaire, les dépenses à l'exercice propre s'élèvent à 1 995 740,45 € et 285 000 euros 988,58 d'exercice antérieur. Et il y a un prélèvement de l'extraordinaire de 70 110,86 €, ce qui nous amène à des dépenses globales de 2 351 829,89 € avec un même montant en recette évidemment, puisque l'on doit toujours être à l'équilibre. Et donc, voilà en ce qui concerne le budget extraordinaire, donc 2 350 000. Ici, je reviendrai sur la première colonne après, mais je voulais commencer peut-être par les nouveaux projets. Les nouveaux projets importants que l'on avait. Ici, voilà, je les ai mis en rouge. Donc, on a les logements tremplins pour jeunes à la rue de Formaon pour un montant de 673 532 €, subsidié à concurrence de 512 000 €. 172,68.
Alors bien sûr qu'on pourra toujours dire que ça a coûté aussi 675 000 €. Il n'empêche qu'on a 515 000 € si on arrondit le subside. Alors, il y a aussi l'entretien extraordinaire de voirie entre Longpré et Varzin pour 70 000 €. Et puis, vous voyez en rouge les pics. Donc, les pics, ce sont les plans d'investissement communaux. Et donc, ici, on a réalisé, on n'a pas réalisé le premier à Chanly, et le deuxième concerne la voirie du Tribois, l'évitage, ainsi que l'évitage, donc à concurrence de 303 485 €. Et donc là, dans le pic, on est subsidié à concurrence de 50%, donc chacun met la moitié, donc ce qui fera 150 000 €. Et le plan d'investissement communal que vous voyez 2017-2018, théoriquement, il était consacré à la réfection de la rue Sainte-Anne à Longpré, et il servira en priorité, en tout cas, à la réparation de l'hôtel de ville si on ne peut pas avoir un financement exceptionnel auprès du ministre des pouvoirs locaux. Un beau sacrifice. Et donc, si, une étude de stabilité globale est aussi prévue, et donc c'est en fonction de tout ça qu'on aura alors un aperçu beaucoup mieux, beaucoup plus clair en tout cas de la situation. Et on s'est dit que tant qu'à faire, comme l'hôtel de ville était vide, de prévoir aussi un minimum d'aménagement. Je crois qu'il est grand temps de pouvoir rendre ces locaux un peu plus agréables pour le personnel communal. Et alors, nous avons ici en dessous l'achat d'un tractopelle parce que le nôtre est vraiment en fin de vie, donc c'est devenu indispensable. Il y a une somme de 90 000 € qui a été réservée. Là, évidemment, il n'y a pas de subvention. Et donc, on a aussi prévu un montant pour le chauffage de l'église de Froidlieu. On va essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de chauffer autrement. Et pour la façade et la citerne de l'église de Longpré. Il y a un montant de 10 000 € qui est aussi prévu, pour la sécurité routière, pour réaliser des travaux de sécurité routière, essayer de sécuriser certains tronçons. L'aménagement du préau et de la cour de l'école communale est aussi prévu pour un montant de 5 000 €. Et puis, si on remonte davantage, on verra qu'il y a toute une série de projets urbains, notamment le chauffage à la salle de Longpré. Tout ce qui est châssis a déjà été notifié. Donc ça n'est plus repris pour cette année, mais en tout cas le chauffage pour la salle de Longpré. Et puis alors nous avons pour le presbytère de Chanly, l'isolation et le chauffage. Et l'isolation et le chauffage pour l'hôtel de ville, mais qui est mis en suspens pour le moment, bien évidemment. Et donc là, il y a une somme de 55 000 € qui sera affectée aux travaux d'isolation et de chauffage. Et il faut savoir que ces travaux sont subsidiés à hauteur de 85%. Donc voilà, et puis alors je reviens aux deux premiers projets qui sont aussi importants et qui sont des nouveaux projets. C'est le projet de l'aménagement du matériel pour la crèche communale pour un montant de 85 000 €. Et à l'Office du tourisme, donc l'achat
et de 130 000 euros. Et il nous reste 100 000 euros pour faire des transformations, pour rendre aussi les locaux conviviaux. Et là aussi, la subvention est de 80 000. Voilà ce que l'on peut dire, en tout cas pour le budget extraordinaire, les travaux qui sont prévus, les investissements qui sont prévus pour 2017. Oui. Par rapport à la salle d'Alba et au réseau chaleur, on n'abandonne pas les projets. On a fait une demande officielle auprès du ministre pour postposer d'un an les travaux. Ces deux projets qui sont du PCDR, donc on y tient bien évidemment. Donc voilà, on a une réponse positive du ministre. Donc le projet, notamment salle d'Alba et réseau chaleur, sont réalisés en 2018. Là, pour les deux projets, ça sera voir, mais en tout cas, les deux projets ne tombent pas à l'eau. Ils nous ont accordé, vu la situation de l'hôtel de ville, la possibilité de postposer le temps de connaître les coûts. L'église de Failly, il va falloir la désaffectation. La désaffectation est demandée. Si vous vous rappelez, on en avait parlé lors d'un conseil communal, d'attendre fin 2017 pour voir si au niveau du nouveau PCDR, un projet qui sortait d'ailleurs de moi qui aurait parlé de microbrasserie. Donc, on va attendre de voir si un projet sort du PCDR ou pas. Sinon, oui, ce sera à vendre s'il n'y a pas un projet qui est avec possibilité de subside. Voilà. Oui. Oui, on a dit que le contexte un peu particulier, hôtel de ville, etc. Vous avez intégré les données, donc on va voter le budget. Merci Benoît. Donc nous allons passer au vote alors. Guillaume, Étienne, Oui. Bruno, Oui. Thierry, Oui. Benoît, Oui. Thierry, Valérie, Oui. Edwin, Oui. Dominique, Oui. Bernard. Oui. Merci à vous. Et donc nous allons maintenant en venir au 5e point des subsides aux associations. Bruno. Oui, mais actuellement, le Conseil octroie des subventions aux associations. Les montants étaient pratiquement identiques depuis de nombreuses années. Donc, on a en tout cas souhaité associer les associations lors d'une réunion préparatoire et explicative le 20 septembre dernier. Pour justement essayer de savoir pourquoi on donne des subventions. Et il peut arriver qu'une année, une association fasse un peu plus ou un peu moins. Donc effectivement, les montants ne seront plus les mêmes. On va demander chaque année un petit formulaire de 2-3 pages. Ce n'est pas long du tout pour répondre, pour au moins savoir pourquoi on octroie des subventions aux associations. Donc ça a été fait, donc les réponses devaient être rentrées à la commune pour fin novembre. Charlotte, si je m'abuse. Il y a eu des rappels qui ont été faits aux associations qui n'avaient pas répondu. Donc voilà, on a proposé en collège des montants par rapport à ce qui nous avait été remis. Donc il n'y a pas beaucoup de pain. Je vais aller vite. Donc le premier montant, ça ne change pas. Fédération des secrétaires qui n'était pas confié à la maison de l'association. Receveur communal non plus. Association de parents, on maintient 1500 € de proposition. Plus beau village de Wallonie, 977, on ne change pas. Amitié senior et une légère baisse à 300 €, mais on met à disposition gratuite un local de 15 jours pour leur réunion. Le patron de Wallin. C'est donné des anciens montants De 375, si j'ai bonne mémoire. Amitié senior, Charlotte avec moi. Je crois que c'est 375 et on est passé à 300 plus la mise à disposition des locaux. Charlotte, c'est juste quoi? Amitié senior. Ok, pas trop de Wallin, ça ne change pas, c'était la demande du patron. Choral, Scola, Cantorum, là on diminue, c'était 600, 610, on redescend à 300 par rapport au contenu du formulaire. La chorale, la Sylve, ils avaient un montant, mais c'est eux qui nous proposent de ne plus octroyer de subvention, mais de mettre à disposition à titre gratuit les locaux. On suit leur proposition.
chorale 41e chantant, c'était nouveau, il proposait 50 €, on suit la proposition. Alors ici au niveau des comités des fêtes, c'était 205 € par comité des fêtes, donc on a augmenté les comités des fêtes à 300 €, sauf à Froidlieu 400, et les autres c'est 300. Comité de la mémoire, on ne change pas. Conflit de Guadalino, je crois qu'ils avaient 0, ils sont à 250. Ils avaient 205. 205, par exemple. Troupano, je ne sais pas combien ils avaient. Ils n'avaient rien, 250. Saltimbanque, je ne sais pas comment ils avaient. Ils n'avaient rien, 200. Ligue des familles, ils nous ont sollicité la Ligue des familles pour qu'on puisse en tout cas avoir un partenariat différent pour l'année prochaine. Puis comme ils ont fait la bourse aux vêtements en 2016, on maintient 200 €. Et ce qu'ils nous ont proposé, en tout cas le comité nous a proposé d'être partenaires dans nos activités communales pour nous aider par rapport à un aide en personnel, etc. Voilà. On a bien pris acte de leur demande. Mais pour 2016, étant donné que la bourse aux vêtements s'est fait, on maintient les 200 € pour dessous. Ensuite, ça ne change pas pour les suivants. Juste une petite explication. On a eu 2 comités qui n'ont pas rentré de demande. C'est pour ça qu'on n'a pas... on a laissé une poire pour la soirée pour l'année prochaine au niveau du montant. Je ne sais plus le montant global qui était octroyé, mais on a laissé quelques centaines d'euros pour l'année prochaine pour ces comités qui n'ont pas remis de formulaire. Et les compagnons de Guadalino nous ont demandé aussi ponctuellement, ça nécessitait plus compliqué pour eux, donc plus aussi en gratuité de salle, mais il n'y a pas eu de demande de leur part non plus. Mais donc, lors de cette réunion, il y avait pratiquement toutes les associations qui étaient présentes. Et donc, effectivement, c'est un suivi pour 2016, pour 2017. On redistribuera les cartes suivant les formulaires, mais en tout cas, on trouvait au sein du collège que c'était plus simple de pouvoir en tout cas savoir pourquoi on octroyait des subventions. Voilà, donc on vous demande d'autoriser le collège à procéder à la liquidation des subventions suivantes, comme je vous les ai citées pour le budget 2016. Il y a des questions, c'est bon? Il y a des questions. Ok, pour tout le monde. Merci. Alors, il y a le point 6, les locations de chasse. Donc, pour dire un peu sur l'inquiétude tout à l'heure par rapport au signal qu'on a de chasseurs qui m'a fait récemment, je peux vous dire que nous voyons les chasseurs assez régulièrement ces temps-ci et que les négociations se déroulent bien. Vous avez un cahier des charges ici que je vais commenter en 2-3 mots. Je voudrais juste qu'à la page 14, il y a 2-3 mots qui nous ont été dans communication. Une remarque du receveur en page 14, remplacer le mot l'adjudication du droit de chasse par attribution. Même chose pour le point A en bas qui se trouve juste en dessous. Vous voyez tout de suite, en bas de la page, donc l'article 1, oui. Donc remplacer les mots adjudication par attribution. Sur la page 15, donc après consultation, le contenu de loyer faire sont fixés par le collège de consultation du service forestier. Il y a une diminution de 10 € du loyer indexé, juste ajouter les mots du dernier avis de paiement. Et effectivement, un point de référence qui soit commun par rapport à ce montant. Et il y avait une dernière petite chose à la page. À l'article 29, au point 3, donc par rapport au 5e provisionnel, donc on parle d'une somme égale à 20% du loyer, ajouté derrière le loyer indexé, bien sûr. Pas bien sûr, indexé. Ok. Article 3. Page. Au lieu de l'article 3. 20% du loyer indexé. Donc ça ne change rien sur le fond, c'est juste cette perte de temps. En
l'ancien cahier des charges, par rapport à quoi on a corrigé quelque chose. Une première correction a été de bien intégrer le log qui avait été oublié dans la dernière mouture par rapport au 5e provisionnel. Donc celui-ci, savoir la chasse de Soyer, a bien été intégré dans le cadre du montant du 5e provisionnel. Il y a une réduction de 10% du loyer indexé, mais si on prend un petit peu la peine de faire un rétrograde, on va se rendre compte que cette réduction de 10% du loyer indexé correspond pour les chasseurs aujourd'hui à bien plus que ce qu'ils ne payaient en 2008 encore, parce qu'on a ajouté 15% de précompte mobilier, plus 10% d'indexation grosso modo. Donc ça veut dire qu'en réalité, ils payent grosso modo 15% de plus que ce qu'ils n'avaient payé en 2008. Une deuxième modification substantielle, c'est au niveau du 5e provisionnel. Jusqu'ici, on avait un système de 5e provisionnel où le chasseur provisionnait un compte avec lequel, sur base des avis DNF, la commune était censée faire des travaux de protection dans les différents territoires de chasse. On se rend compte que ces investissements ont été faits de manière extrêmement irrégulière sur les territoires de chasse sur lesquels on se trouve, et on a introduit une clause qui peut sembler contraignante d'un premier abord pour la commune, mais qui finalement est un plus pour les deux parties. À savoir, on a conclu l'accord suivant avec les chasseurs qu'au terme de 3 années, on fait l'état des lieux. Donc, autrement dit, on sait que telle chasse va nous donner tel montant pendant 3 ans pour faire des travaux. Au terme de ces 3 années, si nous n'avons rien fait, on rend l'argent aux chasseurs. Ça oblige la commune et le DNF à avoir, à relativement moyen terme, des plans de protection et d'aménagement de la forêt afin d'éviter au maximum les dégâts gibiers. Et enfin, une troisième ajout que l'on a faite, c'est l'introduction de zones de quiétude et des périodes sensibles, à savoir entre septembre et décembre, certains endroits de la forêt qui correspondent en gros aux remises à gibier sont plus ou moins exclus de l'animation habituelle de la forêt pendant le reste de l'année. Voilà les 3 seules modifications que nous avons introduites dans ce cahier des charges. Au niveau des négociations, le sujet se passe jusqu'à présent relativement bien. Nous avons déjà un accord verbal de 3 titulaires qui représentent pratiquement les 3/4 du territoire de chasse de Bodin, et nous devons se fréquenter dans les semaines à venir pour le 3e. Les autres inquiétudes, là, en fait, ça concerne l'exploitation forestière, ça concerne la promenade. Ça concerne la promenade, les cueils de champignons et des choses comme ça. Et elles sont bien définies. Elles seront définies tous les ans par le DNF en accord avec la commune. Chaque année, les choses seront publiées effectivement, et c'est soumis à l'avis communal, mais c'est le DNF qui en fait la proposition. C'est de septembre ou décembre. Grosso modo, j'ai plus la position en tête, C'est le du 1er septembre. Du 1er septembre au 31 décembre. Vous n'avez pas 34. C'est 4 mois qu'on exclut l'exploitation forestière, par exemple. Ce sera au niveau des délais d'exploitation. Au niveau des délais d'exploitation. Ça va apporter quelque chose. C'est pas de l'exploitation forestière qui est visée, c'est plus la cueille de champignons. Oui, c'est ça. Donc c'est les fondages solaires, les cueilles de champignons, des choses comme ça. Donc ça ne concerne pas directement l'exploitation forestière, qui est une des soumises avec les DNF. Donc, je n'ai pas de remarque fondamentale sur ce cahier des charges. Nous l'avons bien tout à fait. Vous avez également identifié, je vois, le plan actuel, bonne chose, on souscrit. Moi, j'avais quand même une question de juriste. En réalité, donc, vous négociez avec les locataires actuels. Mais je vois que dans les conditions, il y a 2 conditions, à savoir, il doit être reconnu comme bon gestionnaire. Est-ce que vous avez, sur base de cette disposition, exclu certaines personnes ou bien c'est plus théorique? On n'a pas de rapport actuel au niveau du BNF qui nous permet d'exclure un locataire quel qu'il soit. Parce que tel que c'est libellé là, c'est quand même vachement précis. Pour l'instant, on n'a rien. Et si vraiment vous vouliez exclure quelqu'un, c'est pas cette disposition, c'est pas exactement juridiquement. il aurait fallu un dossier. Il aurait fallu un dossier. Il faudrait surtout une définition. Qu'est-ce qu'on entend par bon gestionnaire, mauvais gestionnaire? Et là, c'est quand même un peu précis. Il aurait fallu avoir des critères un peu plus objectifs. Maintenant, si jamais vous n'avez personne en vue, ben voilà.
ça. C'est-à-dire qu'on souhaite conserver un cadre. Maintenant, ce n'est pas à nous à dire aux chasseurs de faire bien ou de faire au travail, c'est au DNF. C'est un peu implicite quand même. Évidemment, on sait accepter régulièrement des loyers, ça c'est la moindre des choses. Ça, c'est clair, oui. évident, mais à côté de ça, être considéré comme bon gestionnaire, je trouve que moi, C'est un peu dans le logique. liste, c'est quand même un peu compliqué. Encore une fois, si vous n'avez personne en tête, On n'a pas de dossier en plus. et donc pour le retrait, C'est les bonnes résolutions avant l'heure. Donc c'est OK pour tout le monde? Merci. Il y a le point 7, les petits déjeuners du monde, la rétrocession des bénéfices. Oui, donc c'est simplement de rétrocéder le léger bénéfice qu'on avait à l'occasion du petit déjeuner au soir qui était vendu, à savoir 278 €. Nous reversons ce bénéfice à Oxfam Solidarité. Et je tiens à souligner effectivement le grand honneur que nous avons eu de voir la participation qui a été plus que doublée en un an des gens qui ont déjeuné et le fait que les écoles étaient partenaires à part entière de cette activité n'y est sans doute pas étranger. OK pour tout le monde? Merci. Alors, Bruno, la SBL. Oui, ben, on l'a déjà expliqué. Donc l'objectif, c'est d'avoir cette ASBL communale, c'est justement de pouvoir engager un animateur sportif pour faire développer en tout cas l'aspect sportif au niveau du hall. Donc lors du dernier conseil du 17 octobre. Comment? Plus haut. Lors du dernier conseil du 17 octobre, le conseil communal a décidé de constituer une SBL complexe sportif de Rollin. Donc le ministre des pouvoirs locaux a approuvé la délibération du conseil communal. Et donc maintenant il faut construire, enfin réaliser désigner les membres de l'AG, 3 par groupe politique. Et idem pour le CA, ce sera un membre par groupe politique. Donc notre groupe qu'on va désigner, on est obligé de choisir parmi les conseillers communaux, donc tout c'est simple, parce que nous sommes 3, donc c'est Thierry, Guillaume et moi-même. Pour le groupe de Anne, c'est Valérie et Dominique. Et alors on attend 3 membres. donc ce sera Thierry de Nonsin et Lynn Beaufort et Bernard Raffon. Ok. Et pour le CA Et Lynn Beaufort. Pour la présidence, je présenterai les 2 dernières années, puisque je suis chef des sports, vice-président Valérie, trésorier et mon secrétaire, donc, et lui, secrétaire et trésorier, sont pas changés. C'est très fort. Et alors pour la prochaine réunion, autant la fixer maintenant, comme la commission des sports se réunit le 25 janvier pour l'élection du mérite sportif. On s'était dit que c'était bien de rassembler ces 2 réunions. Donc la G est fixée au 25 janvier à 19h30. Ok. Donc ça, c'est au rôle sportif. Ici normalement, on dit. Et donc il y aura bien évidemment l'élection du respectif avec la commission. On va expliquer le mode de fonctionnement de l'AG, puisqu'il y aura dans l'AG, il y aura 2 clubs sportifs qui seront présentés pour 2 années. Et les clubs se tourneront tous les 2 ans pour qu'ils soient associés bien évidemment à cette ASBL. C'est bon? OK, merci. Alors le point 9, l'accueil des enfants durant le temps libre, l'APL, le rapport d'activité. Voilà, donc ici il s'agit d'une prise d'acte du rapport d'activité 2015-2016, ainsi que d'une prise d'acte du plan d'action annuel 2016-2017 de l'APL. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur
ces plans d'action, dans un premier temps, c'est que les plaintes ont rencontré un énorme succès, encore une fois, à savoir 252 enfants différents qui ont participé, ce qui fait en moyenne pour ces périodes de 4 semaines en juillet, entre 113 et 157 enfants par semaine. Ils ont insisté sur le fait que les coûts resteront inchangés au niveau de la participation des parents en 2017. Au niveau du plan d'action, comme on l'a fait par le passé, on va continuer à accentuer la formation des accueillantes, tant au niveau des écoles que de l'encadrement des plaintes. Il y aura au premier trimestre une remise en place d'un nouveau conseil communal des enfants, le maintien de l'accueil extrascolaire à l'entrée ouvert aux autres écoles, bien sûr, le mercredi après-midi, le maintien des activités tant pour de la paix, place aux enfants, des stages durant les autres vacances et les vacances d'été, de Noël au théâtre le 5 janvier 2017, le maintien de l'école des Douanes, petite modification de taille par rapport aux années précédentes. Jusqu'ici, les enfants participaient avec nous aux commémorations de l'armistice le 11 novembre. Cette année, afin d'y associer les écoles de manière un peu plus assidue et spectaculaire, proposé de le faire le 8 mai, qui est un jour d'école. Il y aura donc probablement davantage d'enfants et les 3 écoles devraient se donner rendez-vous le 8 mai au monument de Wellin. La nouvelle élection du nouveau conseil communal des enfants est prévue le 29 mars. De cette prise d'acte et rapport d'activité et des plans d'action pour remercier celles et tous ceux qui ont contribué de manière à ce que nous avons même été félicités par les représentants OND. Rien, ce sont des gens qui travaillent. Voilà. Est-ce que il ne répondait pas trop? C'est vrai. Voilà, je vais avancer. Ok. Alors, il y a aussi l'affiliation au PSD. Oui, dans la suite de ce que je viens de dire ici, donc comme il y a la nouvelle élection d'un nouveau conseil communal des enfants, nous avons décidé d'adhérer à l'affiliation précise, effectivement, afin que celui-ci accompagne à la fois les enfants et l'accueillant qui va s'occuper de la mise en place de ce groupe dans une multitude d'activités que je ne peux pas forcément détailler ici. Et encore, le rôle de ces gens qui vont venir va être de sensibiliser les enfants au fonctionnement de la démocratie, de les faire rencontrer d'autres enfants, d'autres conseils communaux. Ça permet notamment, comme ça a été le cas en 2016, la visite du Parlement à Namur et d'autres choses comme celle-là qui sont des sensibilisations, me semble-t-il, utiles à l'éveil démocratique. Merci. Alors, au niveau du PCDR, c'est une convention entre la Fondation rurale de Wallonie et la commune. Effectivement, la Fondation nous a proposé de gérer un site internet qui est consacré à l'opération de développement rural et ça à titre gratuit. Donc, effectivement, elle crée une structure qui va permettre de communiquer avec la population sur l'avancement de l'opération de développement rural. Donc, vous trouvez ça quand même vraiment intéressant. Et donc, c'est la Fondation qui prend à sa charge l'enregistrement du nom de domaine, voilà, l'hébergement, la maintenance et la sécurisation du site. Donc, le site est gratuit et la durée du contrat, c'est un abonnement annuel qui va souscrire auprès d'un hébergeur et donc ce sera à chaque fois reconduit éventuellement. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Merci. Alors, il y a aussi la convention d'occupation à titre précaire, puisque on avait obtenu l'accord en date du 16 septembre. Charlotte avait pris contact avec la régie des bâtiments et donc on avait reçu un accord oral pour disposition
temporaire du bâtiment, l'ancienne gendarmerie. Et on a passé une convention le 14 novembre 2016. Et donc, le collège communal a approuvé la convention d'occupation. Et donc, on propose au Conseil de ratifier cette décision. Ok. Par rapport au coût, Charlotte a regardé, donc c'est bien 580 € par. C'est vrai que ça aurait été bien de mettre dans les attendus. Oui. Il était dans le dossier. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, dans la convention. Oui, Voilà. Alors, il y a en point 13 la restauration du clocher de l'église de Olin. Oui, donc fin juin, on va approuver ensemble au conseil communal les conditions, le montant et le mode de passation pour le marché de restauration du clocher de l'église de Olin. Les offres devaient rentrer pour début septembre. Et avant d'analyser des offres par l'auteur du projet, il a constaté qu'une des poutres maîtresses du clocher était fissurée et risquait de s'effondrer. Et donc la DST, qui est l'auteur du projet, proposait de ne pas annuler le marché qui était en cours et de reconsulter les firmes soumissionnaires en leur fournissant des descriptifs détaillés du travail complémentaire à fournir. Et donc le collège a décidé donc, le 8 novembre de reconsulter les soumissionnaires dans le cadre de la procédure négociée. Donc c'est une prise d'acte, c'est la décision du collège. Ok, pour tout le monde? Pas de questions. Alors, il y a les assemblées générales, il y a Idelux. Et donc, Idelux finance les points inscrits à l'ordre du jour, l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale du 29 juin, l'approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017-2019, en ce compris les prévisions financières, la prorogation du délai de validité du coût de garantie, la fixation du montant de la cotisation pour alimenter le fonds d'expansion économique en 2017, le remplacement d'administrateurs démissionnaires et des divers. Est-ce qu'on peut marquer son accord sur les différents points? Et donc, comme toujours, on cherche les délégués désignés pour représenter la commune. Ok, merci. Alors, il y a aussi la convocation pour les finances pour participer à l'Assemblée générale stratégique le 21 décembre à 10 h. À l'ordre du jour, on a l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin, l'approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017-2019, le remplacement de l'administrateur démissionnaire et des divers. Je vais marquer accord sur le point. Merci. Alors, Idelux, projet public, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, donc qui se tiendra aussi le mercredi 21 décembre à 10 h. Lors du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, il y a comme point les modifications des statuts, création d'un secteur dénommé équipement sportif et culturel à avenir sportif. Et puis l'ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique, alors l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale du 29 juin, l'approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017-2019, en ce compris les prévisions financières, les remplacements d'administrateurs démissionnaires et des divers. Je vais marquer son accord et charger les délégués. Ok, merci. Alors, il y a l'AIVE, les Assemblées générales extraordinaires et stratégiques, qui auront lieu aussi le 21 décembre à 10 h à l'Eurospace Center. L'ordre du jour, modification des statuts, modification de l'objet social de l'intercommunal, l'Assemblée extraordinaire, et puis à l'Assemblée générale, approbation du procès verbal de l'Assemblée générale du 29 juin, approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017-2019,
fixation du montant de la cotisation 2017 pour des missions d'assistance aux communes, tarification des services, modification de la tarification relative à la gestion de l'eau et les divers. On peut marquer son accord sur le point. Ok, merci. Alors, nous passons maintenant au plan communal d'aménagement révisionnel, la zone artisanale d'Alma, l'avant-projet. Oui, donc nous avons adopté l'avant-projet PCA d'une zone d'activité économique d'Alma lors du dernier conseil et on avait soumis aussi l'avant-projet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales au COET et à la CCATM. Je vais laisser la parole à Étienne après pour la CCATM. La COET, a décidé de ne pas remettre d'avis en la matière et le collège, lui, souhaitait qu'une attention particulière soit portée sur la gestion des eaux usées pluviales, l'intégration de la nature au sein du projet économique, la mobilité et l'accessibilité autour du parc d'activité économique et la pertinence de maintenir pour partie la zone mixte du plan d'affectation PCA en zone d'activité économique mixte au plan de secteur plutôt que d'inscrire en zone d'habitat à caractère rural. Donc la CCATM s'est réunie le 28 novembre. Je vais laisser Étienne le plaisir d'expliquer ce qui a été décidé. Principalement, on peut dire que dans l'ensemble, la CCATM a appuyé les différents points de vue du collège avec quelques ajouts, notamment concernant la nécessité de prévoir un phasage dans la mise en œuvre du parc d'activité. Comme nous l'avions souhaité en collège, la nécessité de prévoir un dispositif d'isolement, même si des voiries ou chemins existent entre la zone d'activité économique mixte et les autres affectations, en particulier la zone d'habitat à caractère rural. Donc tous ces dispositifs d'isolement ont pour objectif de rendre le parc le plus discret possible. Il faut savoir qu'on va quand même considérablement augmenter la surface de zone économique et sur un projet fondamentalement d'habillage. Il nous paraissait capital de mettre des barrières végétales entre ce qui va être construit et que ces barrières végétales soient mises en place le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre que nécessairement les bâtiments soient construits avant de prévoir ces barrières. Donc c'était la réflexion qui avait été soumise à la CCTM qui a été appuyée en ce sens-là. Au niveau des options urbanistiques, effectivement, prévoir des options urbanistiques en manière de paysage afin de s'assurer l'intégration du parc d'activité, en ce compris en produisant des vues paysagères. Donc on va demander effectivement aux concepteurs de ce parc de nous donner une vision, non pas nécessairement d'ensemble, mais au fur et à mesure de la construction de celui-ci, de manière à ce que chacun puisse se rendre compte de l'impact visuel que l'on va avoir à l'extérieur de ce parc. On peut effectivement regretter, et Ilélux le regrette avec nous, mais malheureusement les choses sont ainsi, que le parc actuel est relativement peu tenu en compte cet aspect paysager, ce qui fait que quand vous allez sur peut-être certains photos et immeubles, vous vous rendez compte du désastre visuel que ça peut représenter parce que ça n'a pas été pris en compte. Donc ici, on essaye vraiment de mettre tous les garde-fous possibles de manière à ce que ce qui a eu lieu dans la première partie du parc ne soit plus présent dans la deuxième. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose pour approfondir, donc les autres, j'en ai parlé. Donc il y avait aussi des inquiétudes par rapport à la gestion des eaux pluviales, effectivement, s'assurer qu'il y avait bien une capacité via les bassins d'orage à absorber, parce qu'à partir du moment où on va effectivement urbaniser une partie du territoire qui ne l'est pas aujourd'hui, il faut donc prévoir qu'avec davantage d'imperméabilisation des sols, il y aura davantage d'écoulement des eaux. Il a été demandé dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale que ces choses soient prises en compte. Il y avait une autre demande qui a été formulée, notamment en ce qui concerne les capacités d'énergie disponibles pour alimenter le site. Donc deux réflexions ont été souhaitées à ce niveau-là, à savoir quelle était la part d'énergie chauffable qu'on pouvait intégrer dans le cadre du développement de cette activité économique. Et deux, est-ce que l'arrivée de 20, 25, voire une trentaine d'entreprises à cet endroit-là ne va pas avoir un impact sur la production d'électricité
mobilité telle qu'elle est prévue aujourd'hui par le réseau Orange. On pense bon, mais il a été demandé à ce que ce soit vérifié dans le cadre de cette étude. Et enfin, une dernière demande a été faite au niveau de la mobilité. Il n'y a actuellement une seule entrée au niveau du site. La demande a été faite pour que soit vérifié que cet apport de 35 nouvelles entreprises ne soit pas un obstacle à la mobilité. En tout cas, à cet endroit-là, les pistes de 2 entrées avaient été évoquées. Elles se révèlent relativement difficilement praticables au niveau du terrain tel qu'il existe. Il y a en tout cas une alternative au niveau des secours éventuels en cas d'intervention urgente qui est prévue au niveau de sport. Mais voilà, demander à l'équipe d'incidence environnementale de voir ce qu'il en est à ce niveau-là. Et donc, moyennant tout ceci, on vous demande votre accord éventuel pour fixer l'ampleur et le contenu des rapports sur les incidences environnementales, conformément à la table des matières annexées, de désigner le bureau CSD pour réaliser le dit rapport sur les incidences environnementales, à savoir le RIE, d'envoyer une copie de la présente poursuite au ministre de l'aménagement du territoire, à la responsable des GO4 à Namur, à la direction des GO4 de la province du Luxembourg à Arlon, au bureau CSD ingénieur et conseil à Namur et bien entendu à l'auteur de projet des luxe à Arlon. Travail dans le cadre de l'équipe sur les unités par les luxe. C'est gratuit pour la commune, mais pas pour les luxe. Ah, donc on peut dire que c'est gratuit pour la commune. C'est ça. Non, mais autrement, j'avais une question. Donc il y a 2 plans communaux d'aménagement sur la commune. Et donc sur celui-ci, on désigne on décide d'aller vers un rapport sur les incidences environnementales, donc je pense bien. Et pas dans le cadre de l'autre PCN, finalement, c'est quoi? Parce qu'on était dans une superficie. Justement, c'est des superficies équivalentes. À la mise maintenant. On est à 6 hectares, je pense, pour l'autre. Et là, on est à, je pense que ici, c'est parfait, c'est beaucoup plus. 18. Oui, 18 cas, et avec des incidences qui sont quand même spectaculairement différentes. Ici, quand on prend la peine d'analyser les deux, on se rend compte finalement que au niveau du PCA Vigilson, il va y avoir une transformation d'un atelier en logement et le remplacement d'un hangar par des maisons familiales, donc avec un impact visuel qui sera finalement relativement moindre, alors que de l'autre côté, on a 35 entreprises c'est ça la priorité et c'est une des conséquences des visions régionales au niveau du Poitou qui vont rentrer dans le village au lieu d'aller vers l'autoroute. Donc il y a tout un cadre à mettre en place avec des conséquences qui sont plus importantes. On n'est pas vraiment dans le même ordre de grandeur au niveau des travaux. Donc il fallait peut-être pas baisser la. C'est pas la même chose. Ok, c'est bon, merci. Donc, il y a le point supplémentaire qu'on vous a demandé, qui est effectivement l'acquisition du rez-de-chaussée de Belfius. Est-ce qu'on peut prendre acte de la place qui est liée au bien à acquérir, qui a été fait depuis le 14 décembre, et approuver le projet d'acte d'acquisition? On n'a pas lu, mais on fait confiance. Il a été remis au moment de la séance de travail, mais tu ne l'as pas repris. Et on te l'avait mis pour lecture. Donc, comme tu ne l'as pas repris, ben, on le rend aujourd'hui, mais voilà. Je n'avais pas capté. J'avais compris qu'il y aurait ce point supplémentaire. Voilà, et donc c'est d'approuver le projet d'acte d'acquisition pour un montant de 130 000 €. Voilà. Et on mandate la direction, oui, j'allais dire, en regardant
l'acquisition a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement en vue des créer une vitrine touristique, etc. Donc révisez bien. Et donc, on mandate la direction du comité d'acquisition du Luxembourg de passer l'acte d'acquisition du crédit commercial de la Belfius de Velin, mieux qualifié dans le projet d'acte dont mention ci-dessus. Souvent eux qui prennent aussi les communes. Est-ce que c'est OK? Dès lors que c'est d'utilité publique, je pense qu'on est dispensé de payer le fréquent non immobilier. Oui. Et l'enregistrement aussi. Donc voilà, il y a les deux choses, plus le fait, comme utilité publique, de pouvoir avoir des subventions aussi. Voilà, c'est OK pour vous? Ça, OK. Merci. Alors, il y a les deux points complémentaires que vous aviez mis à l'ordre du jour. Et Benoît, tu t'étonnais que ça ne soit pas au conseil communal ici, mais c'est normal que le dossier n'ait pas été porté à l'ordre du jour du conseil, puisque le conseil, au mois de mars, a donné délégation au collège en matière de marché public pour ce qui relevait du budget ordinaire. Donc, On en est où? eh bien, attends. Donc, pour toi, non, la question c'était aussi ton interpellation par le. Voilà. Si je n'ai pas Et l'occasion donc, de la pour présenter, c'est bien d'y répondre. mais Pour si on ton peut- information. Je pouvais au moins la présenter. Ah oui, pardon. C'était déjà plus loin. En ce qui concerne le deuxième point, je retirerai le point parce que je sais que vous avez des propositions. Je ne sais pas si c'est par rapport à mon intervention ou pas. Je ne peux pas vous demander de parler plus fort, on comprend. Avec le chauffage par derrière en plus. Donc, par le deuxième point, je dis tout de suite que je retire le point puisque vous avez revu votre position sur le traitement. Le premier point concernant effectivement le thème de vie, c'était la problématique de l'expertise. Vous avez dit effectivement il y a deux points et je trouvais important que se tienne un recommandatier un expert en cadre d'une expertise amiable pour fermer toutes les portes et envisager si d'éventuelles responsabilités pouvaient être envisagées, que ce soit d'entrepreneurs, de projets ou autres. Et que ce soit un expert totalement indépendant de tous les intervenants, de tous les compagnies d'assurance, pour avoir quelqu'un de neutre et d'objectif. Et donc je crois que c'est important d'agir rapidement dans l'urgence, parce que on est à l'hiver, il faut pas que l'immeuble se dégrade en raison de climat. Enfin, je suppose que vous avez pris évidemment les mesures de protection qui sont un peu chauffées pour éviter les dégradations durant l'hiver. Moi, je sais que dans le cas des expertises, quand une partie s'est échappée à ses obligations en disant vous avez traîné, etc., on ne s'en fiche pas. Donc, soyez attentifs à ça. C'était l'objet et l'objectif de ma question. Et donc, voilà, ça ne passe pas au conseil communal. Ok, j'entends votre remarque qu'il y a une délégation. Et donc, ne considérez pas cette question-là, considérez simplement que je souhaite savoir où ça en est. Oui. Ça va, mais je vais te donner l'info de ce qui a été fait depuis le conseil d'octobre. Et c'est vrai que tu peux aussi venir lire les dossiers à la commune et tu auras les réponses à tes questions encore plus vite qu'en conseil communal. Et donc, fin octobre, début novembre, il y a eu la réalisation du cahier des charges. Le 22 novembre, le cahier des charges a été soumis à l'approbation du conseil communal et qui a décidé de te le soumettre avant de l'approuver. C'est vrai que du collège, pardon, et c'est vrai que tu nous as fait part de tes remarques très rapidement, puisque le 24,
qui faisait part de Termac. Au collège du 29, le cahier des charges modifié en fonction de Termac est approuvé. Et le collège choisit de communiquer le cahier des charges aux différentes parties pour information et de ne pas solliciter leur accord préalable sur le fait qu'elles accepteront de participer à l'exercice amiable et d'approuver les conclusions. Et donc, on a communiqué le cahier des charges à Arcouzès, à la DST, Arlon, DST Libramont, à Etias. Au collège du 6 décembre, une liste des firmes à consulter a été proposée et le projet de courrier pour transmission aux intervenants a été soumis au collège et on a apporté quelques corrections. Les experts consultés sont Antoine Le Rouge à Namur, Jean-Pierre Lepas à Namur, Ibex à Liège et Van de Waal à Marche. Et donc les courriers ont été envoyés le 9 décembre et les soumissionnaires doivent remettre leur offre pour le 6 janvier. Voilà où on en est, donc les offres doivent rentrer d'ici peu. Et au niveau du Rien n'est lac, rentré encore. oui, Rien n'est encore rentré. aucun. On n'a pas trouvé un seul. Et au niveau du bâtiment, c'est vrai qu'il a été demandé, c'est la dernière chose à faire, de protéger la partie abîmée aussi avec un plastique, ce qui n'a pas été fait, donc ils doivent encore faire cette modification-là justement pour éviter effectivement que ça ne se dégrade encore. Ok? Merci. Et donc voilà, la séance, rien de dire. La séance publique est terminée. Nous vous remercions pour toute votre écoute et pour le temps passé ici. Et vous souhaitons une bonne fin de soirée, de bonnes vacances pour ceux qui entraînent à Noël et en tout cas de joyeux réveillons et de bonnes fêtes.